Ancienne royauté du hip-hop, Sean Diddy Combs n'est plus qu'un numéro de prison. Il régnait sur la musique. Aujourd'hui, il se réveille en prison au lieu de profiter de Panorama. Le magnate, autrefois bâtisseur d'empire, doit obéir aux gardiens et aux règles. Comment un homme obsédé par le contrôle survit-il dans un lieu fait pour le lui ôter ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons vous montrer à quoi ressemble vraiment la vie en prison pour Diddy. Depuis 12 mois, Sean Combs, alias Diddy, alias le détenu 37 452 054, vit dans un véritable enfer, appelé le Metropolitan Detention Center à Brooklyn, New York. C'est là que le rappeur, homme d'affaires et producteur déchu, a passé tout son procès retentissant. Il a été accusé d'abriter moisissures, rats et courants d'air désagréables. Prison ayant hébergé Luigi Mangione et la complice d'Epstein, Ghislaine Maxwell. Et pendant ce temps, Diddy a probablement trouvé un tout nouveau sens au titre de son premier album solo, No Way Out. En attendant sa condamnation début octobre 2025, nous y reviendrons plus tard. Sa journée commençait à 7h, quand les gardiens le réveillaient, pour le petit déjeuner. C'était dur pour cet homme habitué aux grasses matinées après des fêtes. Le maison d'arrêt de Clairvaux est réputé pour ses longs confinements et son sous-effectif. Le manque de personnel a presque empêché le contrôle des accès de violence. Par le passé, cela a provoqué des affrontements mortels entre détenus, notamment les incidents de 2024 ayant coûté la vie à Edwin Cordero et Uriel White aux maisons d'arrêt de Clairvaux. La prison accueille un peu plus de 1700 détenus, la plupart attendant encore leur procès, ou un verdict du tribunal de district des États-Unis pour le district Est de New York. Après le petit déjeuner, Diddy est autorisé à passer une courte période dans la salle d'exercice, qui est loin d'être la salle de sport haut de gamme à laquelle Diddy serait habitué. Elle dispose de tapis de yoga et d'un petit panier de basket. Sinon, il pourrait aller dans la salle de loisirs, qui comprend une table de ping-pong, une table de air hockey, des jeux de société et une télévision. Évidemment, pas les écrans plasma de 100 pouces, auxquels Diddy serait habitué dans sa vie libre à l'extérieur. Dans la cellule de Diddy, les détenus dorment en lits superposés, avec une télévision et un micro-ondes. Les agents pénitentiaires effectuent des inspections quotidiennes pour garantir l'absence d'activités suspectes. Diddy a décrit les quartiers comme étroits et sans fenêtres. Les détenus ne peuvent transporter leurs vêtements, ce qui est une torture pour un criminel soucieux de la mode comme Diddy. Ils doivent apporter des vêtements de prison marron. Ils mangent dans les espaces communs du bloc et écoutent de la musique ou regardent des films apportés du commissariat de la prison. Les visites de Diddy étaient restreintes au mardi. Il pouvait passer des appels externes, chacun limité à 15 minutes, et étroitement surveillé par les autorités fédérales. Diddy a tenté de contourner les règles en achetant du temps de téléphone à d'autres détenus. Il aurait tenté de contourner le système en utilisant des appels à 3 pour joindre des témoins potentiels, une astuce destinée à éviter les restrictions de sa liste de contacts approuvés. Il a aussi demandé à ses employés de créditer plus d'argent sur son compte cantine. Les détenus du maison d'arrêt de Clairvaux sont limités à 180 $ à la cantine toutes les 2 semaines, pour éviter les privilèges en prison. Diddy a traversé une période d'adaptation difficile. Il a eu tendance à abuser de la drogue et de l'alcool au cours de sa vie adulte, une chose que sa richesse a rendue beaucoup plus facile. Mais la prison lui a offert sa première longue sobriété en 25 ans. Selon ses avocats, un détenu s'est approché de lui avec un couteau artisanal, accusant Diddy d'avoir volé sa chaise. Combs a apaisé le détenu avant que la situation n'empire, mais cette expérience l'a marqué. Pour un homme qui dirigeait autrefois son empire par la peur et l'intimidation, cela a été un véritable électrochoc. Et comme si cela ne suffisait pas, Combs n'aime pas non plus la nourriture en prison. Selon son avocat, Mark Agnafilo, Diddy a eu beaucoup de mal avec la nourriture disponible au Metropolitan Detention Center. Homme très riche, Diddy dînait souvent dans les meilleurs restaurants de Manhattan. En prison, chaque repas coûtant seulement 3 ou 4 $, il a dû s'habituer à une nourriture plus modeste. Le menu propose du thon chili, brioche au miel, noix de cajou, semoule instantanée, barres protéinées et spam. Un assortiment l'a tellement horrifié qu'il s'est plaint via son avocat. Le 4 juillet, un menu divulgué a révélé ce qu'il avait reçu. Des céréales, des fruits, du lait, du beurre et un gâteau pour le petit déjeuner. Et un hamburger aux haricots ou 2 hot dogs, entre autres, pour le déjeuner. Diddy et ses avocats ont déclaré que certains repas contenaient des asticots, une plainte partagée par d'autres détenus. Il a aussi déclaré n'avoir qu'un accès limité à de l'eau propre, devant donc la faire bouillir pour la rendre potable. En juillet, Diddy était presque méconnaissable au tribunal. Visiblement plus mince, son assurance légendaire avait laissé place à la fatigue. Ses cheveux et sa barbe autrefois soigneusement entretenus étaient devenus gris.
Ce n'est pas le stress de la prison, mais l'interdiction de se teindre les cheveux en noir qui le gêne. Pour un homme qui a bâti son image sur le contrôle et la perfection, chaque regard dans le miroir devait être plus dur à supporter que n'importe quelle condamnation. Diddy n'était pas la seule star dans son bloc du centre de détention de Brooklyn. Il partageait son destin avec Sam Bankman-Fried, magnate déchu de la crypto derrière la chute de FTX, qui a coûté des millions aux investisseurs. Il existe une aile spéciale de haute sécurité appelée 4 Nord, un endroit réservé aux détenus trop célèbres, trop détestés ou trop précieux pour être mélangés à la population générale. Ce dortoir de 20 personnes accueille aussi des membres de gangs menacés de mort, des informateurs politiques et des criminels ayant irrité la mafia. Les hommes du 4 Nord dorment sur de petits lits jumeaux à matelas fins, sans oreillers, et se douchent dans des cabines communes séparées par de simples rideaux. Diddy bénéficie de 3 douches hebdomadaires, seul, dans des cabines que les détenus jugent moisies. Autrefois entouré de luxe, il doit maintenant composer avec une plomberie défaillante. En un mois, le maison d'arrêt de Clairvaux a reçu plus de 800 demandes de maintenance, principalement pour des toilettes cassées et une infrastructure vétuste. Le rappeur et magnate commencera sa peine de 50 mois après plus d'1 an, en détention préventive. Beaucoup de rappeurs se vantent d'être des proxénètes dans leurs paroles. Sean Combs était le vrai, et ce, sous les pires aspects. Les procureurs l'ont accusé d'avoir dirigé un réseau de trafic sexuel basé sur l'intimidation et la violence. Si toutes les accusations, notamment de racket, avaient été retenues, le quinquagénaire aurait pu finir sa vie en prison. Combs et ses avocats ont plaidé non coupable pour chaque chef d'accusation. Mais combien y en a-t-il exactement ? 5 au total. 1 pour racket, 2 pour trafic sexuel, 2 pour proxénétisme. Si vous avez suivi cette histoire, vous avez sûrement entendu le terme racket, sans forcément en connaître la signification. Ce genre d'accusation vise généralement des mafieux comme Al Capone ou John Gotti. Elle a également été portée contre d'autres déviants de l'industrie musicale, comme R. Kelly. Le racket est un crime où plusieurs s'organisent pour des actes illégaux, visant un profit commercial, tout en masquant leurs opérations sous des activités légitimes. L'affaire a été lancée sous la loi Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations, celle qui a déjà fait chuter la mafia sicilienne aux États-Unis. Après la révélation des opérations troublantes de Diddy, beaucoup se sont demandé si cette accusation ferait tomber Sean Combs. Malheureusement pour les survivants, ce ne fut pas le cas. L'accusation Racketeer Influenced and Corrupt Organizations s'est effondrée. Les procureurs n'ont pas prouvé que Combs avait coordonné avec son équipe l'organisation de ces célèbres soirées sexuelles Freak Off, donc l'affaire s'était effondrée, et il a déjà été acquitté de ce chef. Beaucoup ont estimé que Combs méritait des charges plus lourdes, mais l'accusation de transport en vue de la prostitution a été maintenue. Combs a été condamné à près de 4 ans, le temps déjà passé en prison durant son procès ayant été pris en compte. Il devra aussi payer une amende de 50 000 $, somme modeste, comparée à la fortune de Diddy, estimée à 400 millions de $. Pendant son séjour en prison, il a essayé de vendre son somptueux manoir à Los Angeles pour la somme vertigineuse de 615 millions de $. S'il réussissait à le vendre, sa fortune atteindrait près d'un demi-milliard. Le monde extérieur ne l'a pas attendu. Après sa condamnation, les sponsors ont disparu, et des relations de longue date dans l'industrie se sont tues. D'anciens collaborateurs ont supprimé des contenus. Revolt Television s'est éloigné de sa direction. Et même des alliés de longue date ont condamné publiquement les accusations. Son empire de marque, de C-Rock à Sean John, a commencé à s'effondrer de l'intérieur alors que les procès et les boycotts publics se multipliaient. Artiste cherchant à comprendre la valeur de son nom, Diddy voyait désormais le sien devenir toxique en direct. Mais Diddy n'est pas resté les bras croisés pendant les plus de 12 mois qu'il a passé au Metropolitan Detention Center. Selon son avocat, Palail a beaucoup écrit, notamment des essais que je trouve beaux et réfléchis. Ce n'est même pas la partie la plus folle. Combs a aussi animé un séminaire de 6 semaines, avec d'autres détenus, appelé Free Game, avec Diddy. C'est déjà sinistre, mais ça empire quand on découvre le vrai sujet de ces séances. Selon l'avocat de Diddy, les séminaires visaient à transmettre aux détenus les compétences de Diddy en gestion, entrepreneuriat et développement personnel. En ignorant que Diddy était accusé de diriger un empire criminel. On frôle le ridicule, comme si Hannibal Lecter donnait un cours de cuisine professionnelle en prison. Ce qui rend la saga du jeu gratuit si surréaliste, c'est à quel point elle reflète parfaitement l'illusion qu'il a menée ici en premier lieu. Diddy s'est toujours vendu comme l'incarnation même de l'ambition de marque. Même en centre de détention fédéral, il tentait de monétiser la moralité. Pour le public, cela semblait plus une mise en scène de la rédemption qu'une réelle rédemption.
Un homme jadis promoteur de l'excès vend désormais sa sagesse à un public captif. La confiance qui avait bâti son empire restait évidente, mais était maintenant prisonnière derrière des barbelés. Le cours magistral, le jeu gratuit avec Didi, avait même une lecture professionnelle du texte. Citation. Le cours offre des perspectives exclusives sur le parcours de Sean Diddy Combs, retraçant son ascension depuis des débuts modestes jusqu'à devenir une icône reconnue dans le monde entier. Homme d'affaires influent. Le programme propose une perspective unique sur la façon de réussir dans le monde des affaires. Cela paraît encore plus sinistre maintenant que nous connaissons certaines des activités entrepreneuriales discrètes de Combs. Au cas où vous seriez curieux de connaître certains détails des prêches de Didi, l'un des cours s'appelait « Les gens qui réussissent font ce que les gens qui échouent ne feront pas ». Et un autre s'appelait tout simplement « Fais-le ». Ce n'est pas difficile de trouver cela très bizarre quand on sait tout ce que l'on sait. Didi était très occupé en prison, son avocat affirmant qu'il travaillait plus de 20 heures par jour sur son dossier. Il utilisait parfois un ordinateur pour l'aider, mais celui-ci n'a jamais été connecté à Internet. C'est remarquable, si cela est vrai, qu'il ait maintenu ce rythme juridique en planifiant et animant un cours d'auto-assistance. Le cours incluait aussi une séance bonus appelée « Impossible d'arrêter »,« Je n'arrêterai pas »,« Difficile à lire sans y voir des connotations sinistres ». Ce message ne serait probablement d'aucune utilité pour les détenus d'un centre de haute sécurité. Cela dit, au moins certains de ces codétenus ont tiré quelque chose de leur participation au cours, si l'on en croit ces avis authentiques. Un détenu a dit « Grâce à ce cours, j'ai un but, quelque chose à attendre chaque jour ». Un autre détenu a déclaré « Dans un lieu de ségrégation, j'ai vu M. Combs apporter l'unité à toutes les races et groupes ethniques, quel que soit leur passé. » C'est vraiment un avis très élogieux. Après des mois à devenir fou d'ennui en prison, un peu d'égothérapie doit paraître une pause bienvenue. Même si cela vient du Jeffrey Epstein de la musique, qui prétend être un homme d'affaires et une personne incroyable. Il semble extrêmement improbable que quelqu'un sans l'argent et les privilèges de Didi ait la possibilité d'animer un séminaire comme celui-ci. La célébrité et la richesse de Combs peuvent à lui accorder certains privilèges en prison, mais cela peut aussi le mettre en plus grand danger. Les condamnés pour crimes sexuels ont toujours été au bas de la hiérarchie carcérale. Elles sont souvent beaucoup plus susceptibles de devenir victimes de violences en prison, même de la part de leurs codétenus. Avec la célébrité, la situation devient plus dangereuse. Surtout si vous vous retrouvez à proximité de détenus à perpétuité pour qui le respect en prison est la seule monnaie qui compte encore. La même situation pourrait-elle représenter un risque pour Sean Combs alors qu'il se prépare à la vie en prison avec les détails de ses crimes rendus si publics ? Manifestement, ses avocats le pensent puisqu'ils ont déposé des requêtes, pour éviter qu'il n'aille dans un endroit trop dur. La prison de leur choix pour ce rappeur déchu serait le Federal Correctional Institution, Fort Dix dans le New Jersey, un pénitencier fédéral à faible sécurité géré par le bureau des prisons. Elle a déjà accueilli des criminels très médiatisés comme Martin Farmabroche-Crelly et Christophe Koch, le chef du gang de trafiquants de drogue jamaïcain The Shower Posse. Il pensait que la prison de Fort Dix, avec son programme de réhabilitation, pourrait aider Combs à vaincre sa dépendance, et être dans une prison à faible sécurité permettrait un temps de visite familiale maximal. Pour l'instant, il reste très incertain que cet appel aboutisse ou non, ou dans quelle prison Didi ira. La justice avance souvent très lentement, et dans le cas de Didi, elle ne bouge presque pas. Le juge qui a prononcé sa condamnation, le juge Haroun Subdramanian, a déclaré que tout cela dépend du bureau des prisons lui-même. Avec autant de personnes qui soutiennent que la peine de Didi n'est pas du tout à la hauteur de ses crimes, vous vous demandez peut-être quel avenir attend Didi, après qu'il aura purgé ses 50 mois de prison. Il devrait être libéré en 2028, sauf si un événement en prison modifie significativement sa peine. Mais Combs ne reprendra pas simplement sa vie d'avant après sa sortie de prison. Non seulement sa réputation est à juste titre en lambeaux, mais il a également été condamné à 5 ans de liberté surveillée après sa peine de prison. C'est une condition de cette libération. Il devra suivre un traitement ambulatoire pour toxicomanie et santé mentale, ainsi qu'un autre programme pour la violence domestique. Comme pour les anciens détenus, il lui sera interdit de posséder une arme à feu. Il devra fournir ses relevés financiers à son agent de probation pour vérifier qu'il n'a pas repris ses activités criminelles. En cas de soupçon raisonnable de violation de sa libération conditionnelle, il devra accepter des fouilles de sa personne, de ses biens et de ses appareils électroniques. L'une des conditions les plus importantes est qu'il ne peut pas contacter, ni encourager qui que ce soit à contacter ses anciennes victimes.
Il sera tenu de travailler au moins 30 heures par semaine, et il ne pourra vivre qu'à un endroit approuvé par le service de probation. Son agent de probation peut lui rendre visite à l'improviste à tout moment, et effectuer des tests réguliers pour vérifier sa sobriété. Même si la peine de Didi ne reflète pas vraiment la gravité de ses crimes, il est rassurant de savoir que la liberté ne l'absoudra pas. Les dégâts qu'il a causés, et les personnes qu'il a blessées, le suivront longtemps après que la porte de la cellule se sera ouverte. Vous avez vu la vie de Didi en prison, mais que vit-on lors d'une première incarcération ? Regardez ce qui se passe pendant les premières 24 heures en prison pour voir comment les détenus vivent leurs premiers jours à l'intérieur, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.